Certes, il n'y a rien de plus excitant qu'une bataille spatiale pleine de lasers qui traverse l'obscurité du vide intersidéral et provoque de joyeuses flambées. Mais ce n'est pas exactement ce qui se passe quand quelque chose explose dans l'espace. Celui-ci est essentiellement vide, ce qui signifie qu'on n'y trouve pas d'oxygène comme sur Terre. Et l'oxygène est une composante indispensable de tout processus de combustion. Tu vas me dire que les étoiles brûlent et explosent en supernova, mais ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Les étoiles ne consomment pas d'oxygène, elles ne brûlent donc pas, mais elles sont le théâtre de constantes réactions thermonucléaires. Un vaisseau spatial ne pourrait par conséquent exploser de cette manière que s'il transportait une centrale nucléaire. Sans ça, la seule chose que tu verrais serait un bref flash, se dissipant en un clin d'œil. L'oxygène liquide, qui se trouve souvent à bord des navettes spatiales, brûle extrêmement vite dans le vide de l'espace. Quant au boom, l'oxygène joue là ici aussi un rôle crucial. Le son ne voyage que grâce aux molécules d'air qui se heurtent entre elles. Comme il n'y a pas d'air dans l'espace, l'endroit est absolument silencieux. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Imagine comme le soleil serait assourdissant si le son pouvait voyager dans l'espace. Malgré ce que beaucoup de réalisateurs de science-fiction veulent nous faire croire, la Lune n'a pas de face sombre. Notre satellite a subi un verrouillage gravitationnel, ce qui signifie qu'il est toujours tourné vers nous d'un seul côté. Le Soleil est beaucoup plus éloigné de nous que la Lune, et nous tournons avec elle autour de lui, réchauffés et éclairés de toutes parts successivement. Cela veut dire qu'une fois de temps en temps, chaque face de la Lune se voit éclairée par le Soleil. Seulement, nous ne pouvons en apercevoir qu'une seule. Alors que les choses semblent en apesanteur dans l'espace, il y a en vérité de la gravité partout. Plus on s'éloigne d'un objet lourd, comme notre planète, plus elle s'affaiblit, mais elle est toujours présente. En fait, il n'y a pas un seul endroit dans l'univers qui ne soit affecté par la gravité de tel ou tel objet cosmique. Tout ce qui a de la masse possède de la gravité. Oui, même toi et moi. Mais les objets dans l'espace sont si massifs qu'ils tirent vers eux les choses plus petites. C'est pourquoi les planètes du système solaire tournent autour du Soleil et pourquoi notre galaxie, la Voie lactée, tourne autour de son propre centre. Les scientifiques pensent qu'il y a là un trou noir supermassif, environ 4 millions de fois plus lourd que le Soleil, qui empêche toutes les étoiles et tous les systèmes de s'écarter les uns des autres. Nos héros de cinéma quittent l'orbite de Mars, à bord de leur fidèle navette spatiale et se dirigent vers Jupiter. Ils ont des visages graves et résolus, car ils savent qu'une menace les attend. La ceinture d'astéroïdes. Ils manœuvrent du mieux qu'ils peuvent, esquivant de justesse les astéroïdes qui volent à grande vitesse vers eux, mais l'un d'entre eux les touche quand même. Bon, ce n'est qu'une égratignure, fort heureusement. En bout de compte, nos héros quittent cette dangereuse zone et épongent la sueur de leur front d'une main tremblante. Cela te semble familier ? Eh bien, ça ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Les astéroïdes de la ceinture situés entre Mars et Jupiter sont si peu nombreux et si éloignés les uns des autres que si tu devais un jour passer par là, il est possible que tu n'en aperçoives pas un seul sur ton trajet. Il y a environ 1,5 million de roches spatiales de taille significative dans cette ceinture. À un demi-million près. Mais n'oublions pas que l'espace est vaste. Il y a toujours une distance de plusieurs millions de kilomètres entre deux astéroïdes importants. Du coup, une course-poursuite entre deux vaisseaux se faufilant entre des roches suspendues dans le vide ne serait pas aussi amusante qu'on veut nous le faire croire. On décrit souvent l'espace comme un endroit sombre, froid et désolé, surtout lorsqu'un astronaute de cinéma quitte la sécurité de sa navette. Et tout cela est correct, sauf pour le froid. Cela ne serait vrai que si tu te retrouvais dans un coin très éloigné de notre galaxie, sans étoiles à proximité. Mais si tu es, par exemple, en orbite autour de la Terre et directement face au Soleil, la température dans le vide cosmique se rapproche des 120 degrés. Voilà pourquoi les combinaisons spatiales sont blanches. Cette couleur reflète mieux la lumière que toutes les autres. Cependant, tu pourras littéralement avoir très froid dans le dos si celui-ci n'est pas exposé aux rayons du Soleil. La chaleur ne se propage pas de manière égale dans l'espace, et si tu n'es pas tourné vers une source de chaleur, tu auras froid, très froid. Et puisqu'on parle du Soleil, il apparaît toujours jaune dans les films, mais la couleur que nous voyons depuis la Terre est en réalité une illusion d'optique créée par l'atmosphère de notre planète. Tout comme pour le ciel bleu pendant la journée. La lumière du Soleil se répand dans l'atmosphère et se distord, ce qui donne des spectacles colorés à l'aube et au crépuscule. Dans le vide de l'espace, il n'y a rien qui puisse réfracter la lumière, de sorte que le Soleil apparaît tel qu'il est vraiment, blanc. Et oui, cette boule de gaz incandescent est aussi chaude que ça. Il y a un éclair intense dans le ciel, suivi d'une traînée de fumée, et une roche spatiale brûlante vient s'écraser sur le sol, laissant un énorme cratère carbonisé après l'impact. Bien qu'il y ait eu du vrai dans cette traînée de fumée et ce cratère, les météorites ne peuvent pas atteindre de si hautes températures pendant leur chute. Une météorite est un astéroïde qui, pour une raison ou pour une autre, est entré dans l'atmosphère terrestre et a suffisamment résisté à sa friction pour toucher la surface.
Cela arrive assez souvent, mais nous apercevons rarement ces roches car elles sont en général très petites et tombent dans des zones inhabitées. Mais même si un de ces bolides tombait sur une ville, son cratère aurait pour cause sa vitesse et non sa chaleur. Elles deviennent très chaudes à cause de la friction, mais pas au point de tout brûler au sol lors de l'impact. Bien que nous adorerions croire qu'une communication instantanée entre les navettes spatiales et les planètes soit possible, ce n'est pas le cas. Du moins, pas encore. Les systèmes de communication modernes reposent sur les signaux radio et ceux-ci sont assez lents en regard des vastes étendues de l'espace. Il faudrait des années pour qu'un tel signal parcourt ne serait-ce qu'une année-lumière. Alors imagine ce qu'il en serait pour des centaines et des milliers. Si tu voulais envoyer un message vers une galaxie très lointaine, il te faudrait attendre quelques millénaires avant qu'il n'arrive, puis quelques autres milliers d'années avant de recevoir une réponse. Et l'espace n'est pas aussi encombré et rempli d'événements qu'on le présente au cinéma. C'est un endroit plutôt désert, où les planètes, les étoiles et les autres objets sont séparés par des milliards de kilomètres de néant. Même si tu avais un vaisseau spatial pouvant voyager à la vitesse de la lumière, la plupart du temps, tu ne verrais qu'un vide noir constellé d'étoiles et de planètes très lointaines. Les distances sont immenses, même entre les objets les plus proches les uns des autres. Pour mieux comprendre, la Lune, que tu peux si bien voir par une nuit claire, se trouve à environ 384 400 km de nous. Cela représente presque 10 fois la circonférence de la Terre. Les moteurs à distorsion peuvent déformer l'espace-temps et te faire atteindre un coin éloigné d'une autre galaxie en un clin d'œil. C'est un des éléments de base de la fiction spatiale. On voit toujours les vaisseaux spatiaux, capables d'une telle prouesse, accélérer instantanément de 0 à plus vite que la lumière. Selon les lois de la physique, les passagers devraient au moins se sentir écrasés dans leur siège. Plus précisément, personne ne pourrait survivre à une telle accélération parce que la gravité serait immense pour le corps humain. Tant que nous n'aurons pas trouvé un moyen de réduire ces effets délétères, il est inutile de songer aux moteurs à distorsion. L'eau n'est pas la ressource la plus rare et la plus précieuse de l'univers. En fait, il y a un énorme nuage à plusieurs millions d'années-lumière de nous et il est entièrement constitué d'eau. Ces réserves seraient suffisantes pour remplir nos océans 140 billions de fois. Et de nombreuses planètes, certaines même dans notre système solaire, semblent renfermer de l'eau liquide. La ressource la plus précieuse dans l'espace est la vie, et un grand nombre d'éléments sont nécessaires à son apparition, pas seulement l'eau liquide. On voit souvent les astronautes s'entraîner sur l'ISS et les vaisseaux spatiaux de science-fiction, et c'est vrai, ils ont besoin d'activité physique. Mais ce n'est pas parce qu'ils doivent être très forts pour travailler dans l'espace. La gravité y est beaucoup plus faible et les astronautes n'utilisent pas autant leurs muscles que sur Terre. Alors quand ils redescendent, la gravité les rattrape implacablement et ils se sentent extrêmement faibles. C'est pour atténuer ces effets qu'ils s'entraînent tous les jours. On dit souvent qu'il est possible de voir des millions d'étoiles par une belle nuit claire, mais c'est loin d'être vrai. On peut en compter environ 3000. Les autres points brillants que tu vois sont des objets lumineux que l'on confond avec des étoiles, des planètes, des galaxies lointaines et même des satellites artificiels. Ces objets sont tout simplement illuminés par de vraies étoiles ou par la Lune et deviennent visibles. Mais parce qu'ils sont si loin de nous, on n'arrive pas à savoir s'il s'agit ou non d'étoiles. Mais c'est quand même plutôt cool, il faut bien l'admettre.